Chapitre 16. Il n'est pas facile de faire comprendre, sans figure, le mécanisme extraordinairement complexe de l'orchidée. J'essaierai néanmoins d'en donner une idée suffisante, à l'aide de comparaisons plus ou moins approximatives, tout en évitant autant que possible l'emploi des termes techniques tels que rétinacle, labellum, rostellum, pollinie, etc., qui n'évoquent aucune image précise chez les personnes peu familières avec la botanique. Prenons l'une des orchidées les plus répandues dans nos contrées, l'Orchis maculata par exemple. Ou plutôt, car elle est un peu plus grande et par conséquent d'observation plus facile, l'Orchis latifolia, l'orchis à large feuille, vulgairement appelée pentecôte. C'est une plante vivace qui atteint de 30 à 60 cm de hauteur. Elle est assez commune dans les bois et les prairies humides et porte un thyrse de petites fleurs rosâtres qui s'épanouissent en mai et en juin. La fleur type de nos orchidées représente assez exactement une gueule fantastique et béante de dragon chinois. La lèvre inférieure, très allongée et pendante, en forme de tablier dentelé ou déchiqueté, sert de pied-à-terre ou de reposoir à l'insecte. La lèvre supérieure s'arrondit en une sorte de capuchon qui abrite les organes essentiels, tandis qu'au dos de la fleur, à côté du pédoncule, s'abaisse une espèce d'éperon ou de long cornet pointu qui renferme le nectar. Chez la plupart des fleurs, le stigmate ou l'organe femelle est une petite houppe plus ou moins visqueuse qui, patiente, au bout d'une tige fragile, attend la venue du pollen. Dans l'orchidée, cette installation classique est devenue méconnaissable. Au fond de la gueule, à la place qu'occupe la luette dans la gorge, se trouvent deux stigmates étroitement soudés, au-dessus desquels s'élève un troisième stigmate modifié en un organe extraordinaire. Il porte à son sommet une sorte de pochette, ou plus exactement de demi-vasque, qu'on appelle le rostellum. Cette demi-vasque est pleine d'un liquide visqueux dans lequel trempent deux minuscules boulettes d'où sortent deux courtes tiges chargées à leur extrémité supérieure d'un paquet de grains de pollen soigneusement ficelés. Voyons maintenant ce qui se produit lorsqu'un insecte pénètre dans la fleur. Il se pose sur la lèvre inférieure, étalée pour le recevoir, et, attiré par l'odeur du nectar, cherche à atteindre tout au fond le cornet qui le contient. Mais le passage est à dessein très rétréci, et sa tête, en s'avançant, heurte forcément la demi-vasque. Aussitôt, celle-ci, attentive au moindre choc, se déchire suivant une ligne convenable et met à nu les deux boulettes enduites du liquide visqueux. Ces dernières, en contact immédiat avec le crâne du visiteur, s'y attachent et s'y collent solidement, de façon que, lorsque l'insecte quitte la fleur, il les emporte et avec elles les deux tiges qu'elles soutiennent et que terminent les paquets de pollen ficelés. Voilà donc l'insecte coiffé de deux cornes droites en forme de bouteille à champagne. Artisan inconscient d'une œuvre difficile, il visite une fleur voisine. Si ces cornes demeuraient rigides, elles iraient simplement frapper de leurs paquets de pollen les paquets de pollen dont les pieds trempent dans la vasque vigilante, et du pollen qui se mêlerait au pollen ne naîtrait aucun événement. Ici éclate le génie, l'expérience et la prévoyance de l'orchidée. Elle a minutieusement calculé le temps nécessaire à l'insecte pour pomper le nectar et se rendre à la fleur prochaine, et elle a constaté qu'il lui fallait en moyenne 30 secondes. Nous avons vu que les paquets de pollen sont portés sur deux courtes tiges qui s'insèrent dans les boulettes visqueuses. Or, au point d'insertion, se trouve sous chaque tige un petit disque membraneux dont la seule fonction est, au bout de 30 secondes, de contracter et de replier chacune de ces tiges de manière qu'elles s'inclinent en décrivant un arc de 90 degrés. C'est le résultat d'un nouveau calcul, non plus dans le temps, cette fois, mais dans l'espace.
Les 2 cornes de pollen qui coiffent le messager nuptial sont maintenant horizontales et pointent en avant de sa tête, si bien que quand il entrera dans la fleur voisine, elles iront exactement frapper les 2 stigmates soudés que surplombe la demi-vasque. Ce n'est pas tout, et le génie de l'orchidée n'est pas encore au bout de sa prévoyance. Le stigmate qui reçoit le choc du paquet de pollen est enduit d'une substance visqueuse. Si cette substance était aussi énergiquement adhésive que celle que renferme la petite vasque, les masses polliniques, leurs tiges rompues, s'y englueraient et y demeureraient fixées tout entières, et leur destinée serait close. Il ne faut pas que cela arrive. Il importe de ne pas épuiser en une seule aventure les chances du pollen, mais de les multiplier autant que possible. La fleur, qui compte les secondes et mesure les lignes, est chimiste par surcroît et distille 2 espèces de gomme. L'une extrêmement agrippante et durcissant immédiatement au contact de l'air pour coller les cornes à pollen sur la tête de l'insecte, l'autre très diluée pour le travail du stigmate. Celle-ci est juste assez prenante pour dénouer ou déranger un peu les fils ténus et élastiques qui enveloppent les grains de pollen. Quelques-uns de ces grains y adhèrent, mais la masse pollinique n'est pas détruite, et quand l'insecte visitera d'autres fleurs, elle continuera presque indéfiniment son œuvre fécondante. Ai-je exposé tout le miracle? Non, il faudrait encore rappeler l'attention sur maints détails négligés. Entre autres sur le mouvement de la petite vasque, qui, après que sa membrane s'est rompue pour démasquer les boulettes visqueuses, relève immédiatement son bord inférieur afin de garder en bon état dans le liquide gluant le paquet de pollen que l'insecte n'aurait pas emporté. Il y aurait lieu de noter aussi la divergence très curieusement combinée des tiges polliniques sur la tête de l'insecte, ainsi que certaines précautions chimiques, communes à toutes les plantes, car de très récentes expériences de Gaston Bonnier semblent prouver que chaque fleur, afin de maintenir intacte son espèce, sécrète des toxines qui détruisent ou stérilisent tous les pollens étrangers. C'est à peu près tout ce que nous voyons. Mais ici, comme en toute chose, le véritable et grand miracle commence où s'arrête notre regard. Chapitre 17. Je viens de trouver à l'instant, dans un coin inculte de l'olivet, un superbe pied de l'oroglosse à odeur de bouc, l'Oroglossum hircinum, variété que, je ne sais pour quelle cause, peut-être est-elle extrêmement rare en Angleterre, Darwin n'a pas étudiée. C'est assurément de toutes nos orchidées indigènes la plus remarquable, la plus fantastique, la plus stupéfiante. Si elle avait la taille des orchidées américaines, on pourrait affirmer qu'il n'existe pas de plante plus chimérique. Figurez-vous un thyrse dans le genre de celui de la jacinthe, mais un peu plus haut. Il est symétriquement garni de fleurs hargneuses à 3 cornes d'un blanc verdâtre pointillé de violet pâle. Le pétale inférieur, orné à sa naissance de caroncules bronzés, de moustaches mérovingiennes et de bubons lilas de mauvais augure, s'allonge interminablement, follement, invraisemblablement, en forme de ruban tire-bouchonné de la couleur que prennent les noyés après un mois de séjour dans la rivière. De l'ensemble, qui évoque l'idée des pires maladies et paraît s'épanouir dans on ne sait quel pays de cauchemars ironiques et de maléfices, se dégage une affreuse et puissante odeur de bouc empoisonné qui se répand au loin et décèle la présence du monstre. Je signale et décris ainsi cette nauséabonde orchidée parce qu'elle est assez commune en France, qu'on la reconnaît aisément et qu'elle se prête fort bien, en raison de sa taille et de la netteté de ses organes, aux expériences que l'on voudrait faire. Il suffit en effet d'introduire dans la fleur, en la poussant soigneusement jusqu'au fond du nectaire, la pointe d'une allumette, pour voir se succéder à l'œil nu toutes les péripéties de la fécondation. Frôlée au passage, la pochette ou rostellum s'abaisse, découvrant le petit disque visqueux, le loroglosse n'en a qu'un, qui supporte les 2 tiges à pollen.
Aussitôt, ce disque agrippe violemment le bout de bois. Les deux loges qui renferment les boulettes de pollen s'ouvrent longitudinalement, et quand on retire l'allumette, son extrémité est solidement coiffée de deux cornes divergentes et rigides que terminent des boules d'or. Malheureusement, on ne jouit pas ici, comme dans l'expérience avec l'Orchis latifolia, du joli spectacle qu'offre l'inclination graduelle et précise des deux cornes. Pourquoi ne s'abaisse-t-elle point ? Il suffit de pousser l'allumette coiffée dans un nectaire voisin pour constater que ce mouvement serait inutile, la fleur étant beaucoup plus grande que celle de l'Orchis maculata ou latifolia, et le cornet à nectar disposé de telle sorte que, lorsque l'insecte chargé des masses polliniques y pénètre, ces masses arrivent exactement à la hauteur du stigmate qu'il s'agit d'imprégner. Ajoutons qu'il importe, pour que l'expérience réussisse, de choisir une fleur bien mûre. Nous ignorons quand elle l'est, mais l'insecte et la fleur le savent, car celle-ci n'invite ses hôtes nécessaires, en leur offrant une goutte de nectar, qu'au moment où tout son appareil est prêt à fonctionner. Chapitre 18. Voilà le fond du système de fécondation adopté par l'orchidée de nos contrées. Mais chaque espèce, chaque famille en modifie, en perfectionne les détails selon son expérience, sa psychologie et ses convenances particulières. L'orchis ou Anacamptis pyramidalis, par exemple, une des plus intelligentes, a ajouté à sa lèvre inférieure ou labellum 2 petites crêtes qui guident la trompe de l'insecte vers le nectaire et la force d'accomplir exactement tout ce qu'on attend d'elle. Darwin compare très justement cet ingénieux accessoire à l'instrument dont on se sert parfois pour guider un fil dans le trou d'une aiguille. Autre amélioration intéressante, les 2 petites boules qui portent les tiges à pollen et trempent dans la demi-vasque sont remplacées par un seul disque visqueux en forme de sel. Si l'on introduit dans la fleur, en suivant le chemin que doit suivre la trompe de l'insecte, une pointe d'aiguille ou une soie de porc, on constate très nettement les avantages de ce dispositif plus simple et plus pratique. Dès que la soie a effleuré la demi-vasque, celle-ci se rompt suivant une ligne symétrique, découvrant le disque en forme de sel qui s'attache instantanément à la soie. Retirez vivement cette soie et vous aurez tout juste le temps de surprendre le joli mouvement de la selle qui, assise sur la soie ou l'aiguille, replie ses 2 ailes inférieures de façon à enlacer étroitement l'objet qui la soutient. Ce mouvement a pour but d'affermir l'adhérence de la selle et surtout d'assurer avec plus de précision que chez l'orchidée à larges feuilles, la divergence indispensable des tiges à pollen. Aussitôt que la selle a embrassé la soie et que les tiges à pollen qui y sont implantées, entraînées par sa contraction, divergent forcément, commence le second mouvement des tiges qui s'inclinent vers le bout de la soie, de la même manière que dans l'orchidée que nous avons précédemment étudiée. Ces 2 mouvements combinés s'effectuent en 30 ou 34 secondes. Chapitre 19. N'est-ce pas exactement ainsi, par des riens, par des reprises, des retouches successives que progressent les inventions humaines ? Nous avons tous suivi, dans la plus récente de nos industries mécaniques, les perfectionnements minimes mais incessants de l'allumage, de la carburation, du débrayage, du changement de vitesse. On dirait vraiment que les idées viennent aux fleurs de la même façon qu'elles nous viennent. Elles tâtonnent dans la même nuit, elles rencontrent les mêmes obstacles, la même mauvaise volonté, dans le même inconnu. Elles connaissent les mêmes lois, les mêmes déceptions, les mêmes triomphes lents et difficiles. Il semble qu'elles ont notre patience, notre persévérance, notre amour-propre, la même intelligence nuancée et diverse, presque le même espoir et le même idéal. Elles luttent comme nous contre une grande force indifférente qui finit par les aider. Leur imagination inventive suit non seulement les mêmes méthodes prudentes et minutieuses, les mêmes petits sentiers fatigants, étroits et contournés,
elle a aussi des bons inattendus qui mettent tout à coup au point définitif une trouvaille incertaine. C'est ainsi qu'une famille de grands inventeurs parmi les orchidées, une étrange et riche famille américaine, celle des Catazetidées, a, d'une pensée hardie, brusquement bouleversé un certain nombre d'habitudes qui lui semblaient sans doute trop primitives. D'abord, la séparation des sexes est absolue. Chacun d'eux a sa fleur particulière. Ensuite, la pollinie, ou en d'autres termes, la masse ou le paquet de pollen, ne trempe plus sa tige dans une vasque pleine de gomme, y attendant, un peu inerte et en tout cas privée d'initiative, le bon hasard qui doit la fixer sur la tête de l'insecte. Elle est repliée sur un puissant ressort dans une sorte de loge. Rien n'attire spécialement l'insecte du côté de cette loge. Aussi bien les superbes Catazetidées n'ont-elles pas compté, comme les orchidées vulgaires, sur tel ou tel mouvement du visiteur. Mouvement dirigé et précis, si vous voulez, mais néanmoins aléatoire. Non, ce n'est plus seulement dans une fleur admirablement machinée, c'est dans une fleur animée et, au pied de la lettre, sensible que pénètre l'insecte. À peine s'est-il posé sur le magnifique parvis de soie cuivrée que de longues et nerveuses antennes qu'il doit forcément effleurer portent l'alarme dans tout l'édifice. Aussitôt se déchire la loge où est retenue captive, sur son pédicelle replié, que soutient un gros disque visqueux, la masse de pollen divisée en 2 paquets. Brusquement dégagé, le pédicelle se détend comme un ressort, entraînant les 2 paquets de pollen et le disque visqueux qui sont violemment projetés au dehors. À la suite d'un curieux calcul balistique, le disque est toujours lancé en avant et va frapper l'insecte auquel il adhère. Celui-ci, étourdi du choc, ne pense plus qu'à quitter au plus vite la corolle agressive et à se réfugier dans une fleur voisine. C'est tout ce que voulait l'orchidée américaine. Chapitre 20. Signalerai-je aussi les simplifications curieuses et pratiques qu'apporte au système général une autre famille d'orchidées exotiques, les cypripédiées. Rappelons-nous toujours les circonvolutions des inventions humaines. Nous en avons ici une contre-épreuve amusante. À l'atelier, un ajusteur, au laboratoire, un préparateur, un élève, dit un jour au patron « Si nous essayons de faire tout le contraire, si nous renversions le mouvement, si nous intervertissions le mélange des liquides ?» On tente l'expérience et de l'inattendu sort tout à coup de l'inconnu. On croirait volontiers que les cypripédiées ont tenu entre elles des propos analogues. Nous connaissons tous le cypripédium ou sabot de Vénus. C'est, avec son énorme menton en galoche, son air hargneux et venimeux, la fleur la plus caractéristique de nos serres, celle qui nous semble l'orchidée type, pour ainsi dire. Le cypripédium a bravement supprimé tout l'appareil compliqué et délicat des paquets de pollen à ressort, des tiges divergentes, des disques visqueux, des gommes savantes, etc. Son menton en sabot et une antère stérile en forme de bouclier barrent l'entrée de manière à forcer l'insecte de passer sa trompe sur 2 petits tas de pollen. Mais là n'est pas le point important. Ce qui est tout à fait inattendu et anormal, c'est qu'au rebours de ce que nous avons constaté chez toutes les autres espèces, ce n'est plus le stigmate, l'organe femelle, qui est visqueux, mais le pollen lui-même, dont les grains, au lieu d'être pulvérulents, sont revêtus d'un enduit si gluant qu'on peut l'étirer et l'allonger en fil. Quels sont les avantages et les inconvénients de cette disposition nouvelle ? Il est à craindre que le pollen transporté par l'insecte ne s'attache à tout autre objet que le stigmate. Par contre, le stigmate est dispensé de sécréter le fluide destiné à stériliser tout pollen étranger. En tout cas, ce problème demanderait une étude particulière. Il y a ainsi des brevets dont on ne saisit pas immédiatement l'utilité. Chapitre 21. Pour en finir avec cette étrange tribu des orchidées,
Il nous reste à dire quelques mots d'un organe auxiliaire qui met en branle toute la mécanique, le nectaire. Il a d'ailleurs été, de la part du génie de l'espèce, l'objet de recherches, de tentatives, d'expériences aussi intelligentes, aussi variées que celles qui modifient sans cesse l'économie des organes essentiels. Le nectaire, nous l'avons vu, est en principe une sorte de long éperon, de long cornet pointu, qui s'ouvre tout au fond de la fleur, à côté du pédoncule, et fait plus ou moins contrepoids à la corolle. Il contient un liquide sucré, le nectar, dont se nourrissent les papillons, les coléoptères et d'autres insectes, et que l'abeille transforme en miel. Il est donc chargé d'attirer les hôtes indispensables. Il s'est conformé à leur taille, à leurs habitudes, à leur goût. Il est toujours disposé de telle sorte qu'ils ne puissent y introduire et en retirer leur trompe, qu'après avoir scrupuleusement et successivement accompli tous les rites prescrits par les lois organiques de la fleur. Nous connaissons déjà suffisamment le caractère et l'imagination fantasque des orchidées pour prévoir qu'ici, comme ailleurs, et même plus qu'ailleurs, car l'organe plus souple s'y prêtait davantage, leur esprit inventif, pratique, observateur et tatillon se donne libre cours. L'une d'elles, par exemple, le Sarcanthus terretifolius, ne parvenant probablement pas à élaborer, pour coller le paquet de pollen sur la tête de l'insecte, un liquide visqueux qui durcit assez vite, a tourné la difficulté en s'appliquant à retarder autant que possible la trompe du visiteur dans les étroits passages qui mènent au nectar. Le labyrinthe qu'elle a tracé est tellement compliqué que Boer, l'habile dessinateur de Darwin, dut s'avouer vaincu et renonça à le reproduire. Il en est qui, partant de l'excellent principe que toute simplification est perfectionnement, ont bravement supprimé le cornet à nectar. Elles l'ont remplacé par certaines excroissances charnues, bizarres et évidemment succulentes que rongent les insectes. Est-il besoin d'ajouter que ces excroissances sont toujours disposées de telle sorte que l'hôte qui s'en régale doit nécessairement mettre en branle toute la mécanique à pollen? Chapitre 22. Mais sans nous attarder à 1000 petites ruses très variées, terminons ces contes de fées par l'étude des appâts du Coryantes macrantha. En vérité, nous ne savons plus exactement à quelle sorte d'être nous avons affaire. La stupéfiante orchidée a imaginé ceci. Sa lèvre inférieure, ou labellum, forme une espèce de grand godet dans lequel des gouttes d'une eau presque pure, sécrétées par 2 cornets situés au-dessus, tombent continuellement. Quand ce godet est à demi plein, l'eau s'écoule d'un côté par une gouttière. Toute cette installation hydraulique est déjà fort remarquable. Mais voici où commence le côté inquiétant, je dirais presque diabolique de la combinaison. Le liquide que sécrètent les cornets et qui s'accumule dans la vasque de satin n'est pas du nectar et n'est nullement destiné à attirer les insectes. Il a une mission bien plus délicate dans le plan réellement machiavélique de l'étrange fleur. Les insectes naïfs sont invités par les parfums sucrés que répandent les excroissances charnues, dont nous avons parlé plus haut, à prendre place dans le piège. Ces excroissances se trouvent au-dessus du godet, en une sorte de chambre où donnent accès 2 ouvertures latérales. La grosse abeille visiteuse, la fleur étant énorme, ne séduit guère que les plus lourds hyménoptères, comme si les autres éprouvaient quelque honte à pénétrer en d'aussi vastes et somptueux salons. La grosse abeille se met à ronger les savoureuses caroncules. Si elle était seule, son repas terminé, elle s'en irait tranquillement, sans même effleurer le godet plein d'eau, le stigmate et le pollen, et rien n'arriverait de ce qui est requis. Mais la sage orchidée a observé la vie qui s'agite autour d'elle. Elle sait que les abeilles forment un peuple innombrable, avide et affairé, qu'elles sortent par milliers aux heures ensoleillées,
qu'il suffit qu'un parfum vibre comme un baiser au seuil d'une fleur qui s'ouvre pour qu'elles accourent en foule au festin préparé sous la tente nuptiale. Voici donc 2 ou 3 butineuses dans la chambre sucrée. Le lieu est exigu, les parois sont glissantes, les invités brutales. Elles se pressent, se bousculent, si bien que l'une d'elles finit toujours par choir dans le godet qui l'attend sous le repas perfide. Elle y trouve un bain inattendu, y mouille consciencieusement ses belles ailes diaphanes, et malgré d'immenses efforts ne parvient plus à reprendre son vol. C'est bien là que la guette la fleur astucieuse. Il n'existe pour sortir du godet magique qu'une seule ouverture, la gouttière qui déverse au dehors le trop-plein du réservoir. Elle est tout juste assez large pour livrer passage à l'insecte dont le dos touche d'abord la surface gluante du stigmate, puis les glandes visqueuses des masses de pollen qui l'attendent le long de la voûte. Il s'échappe ainsi, chargé de la poudre adhésive, entre dans une fleur voisine, où recommence le drame du repas, de la bousculade, de la chute, de la baignade et de l'évasion, qui met forcément en contact avec l'avide stigmate le pollen importé. Voilà donc une fleur qui connaît et exploite les passions des insectes. On ne saurait prétendre que tout ceci n'est qu'interprétation plus ou moins romanesque. Non, les faits sont d'observation précise et scientifique, et il est impossible d'expliquer d'autre façon l'utilité et la disposition des divers organes de la fleur. Il faut accepter l'évidence. Cette ruse incroyable et efficace est d'autant plus surprenante qu'elle ne tend pas à satisfaire ici le besoin de manger, immédiat et urgent, qui aiguise les plus obtuses intelligences. Elle n'a en vue qu'un idéal lointain, la propagation de l'espèce. Mais pourquoi, dira-t-on, ces complications fantastiques qui n'aboutissent qu'à grandir les dangers du hasard? Ne nous hâtons pas de juger et de répondre. Nous ignorons tout des raisons de la plante. Savons-nous les obstacles qu'elle rencontre du côté de la logique et de la simplicité? Connaissons-nous, au fond, une seule des lois organiques de son existence et de sa croissance? Quelqu'un qui nous verrait du haut de Mars ou de Vénus nous évertuer à la conquête de l'air se demanderait de même pourquoi ces appareils informes et monstrueux, ces ballons, ces aéroplanes, ces parachutes, quand il serait si simple d'imiter les oiseaux et de munir les bras d'une paire d'ailes suffisante. Chapitre 23. À ces preuves d'intelligence, la vanité un peu puérile de l'homme oppose l'objection traditionnelle. Oui, elle crée des merveilles, mais ces merveilles demeurent éternellement les mêmes. Chaque espèce, chaque variété a son système, et de génération en génération n'y apporte nulle amélioration sensible. Il est certain que depuis que nous les observons, c'est-à-dire depuis une 50aine d'années, nous n'avons pas vu le Coryantes macrantha ou les Catazetidés perfectionner leurs pièges. C'est tout ce que nous pouvons affirmer, et c'est vraiment insuffisant. Avons-nous seulement tenté les expériences les plus élémentaires, et savons-nous ce que feraient au bout d'un siècle les générations successives de notre étonnante orchidée baigneuse, placée dans un milieu différent, parmi des insectes insolites? Du reste, les noms que nous donnons au genre, espèces et variétés finissent par nous tromper nous-mêmes, et nous créons ainsi des imaginaires types que nous croyons fixés, alors qu'ils ne sont probablement que les représentants d'une même fleur qui continue de modifier lentement ses organes selon de lentes circonstances. Les fleurs précédèrent les insectes sur notre terre. Elles durent donc, quand ceux-ci apparurent, adapter aux mœurs de ces collaborateurs imprévus toute une machinerie nouvelle. Ce fait seul, géologiquement incontestable, parmi tout ce que nous ignorons, suffit à établir l'évolution, et ce mot un peu vague ne signifie-t-il pas, en dernière analyse, adaptation, modification, progrès intelligent? Du reste, pour ne pas recourir à cet événement préhistorique, il serait facile de grouper un grand nombre de faits qui démontreraient que la faculté d'adaptation et de progrès intelligent
n'est pas exclusivement réservé à l'espèce humaine. Sans revenir sur les chapitres détaillés que j'ai consacrés à ce sujet dans la vie des abeilles, je rappellerai simplement 2 ou 3 détails topiques qui s'y trouvent cités. Les abeilles, par exemple, ont inventé la ruche. À l'état sauvage et primitif et dans leur pays d'origine, elles travaillent à l'air libre. C'est l'incertitude, l'inclémence de nos saisons septentrionales qui leur donna l'idée de chercher un abri dans le creux des rochers ou des arbres. Cette idée de génie rendit au butinage et aux soins du couvain les milliers d'ouvrières autrefois immobilisées autour des rayons afin d'y maintenir la chaleur nécessaire. Il n'est pas rare, surtout dans le Midi, que durant les étés exceptionnellement doux, elles retournent à ces mœurs tropicales de leurs ancêtres. Note 5. Je venais d'écrire ces lignes quand M.E.L. Bouvier fit à l'Académie des sciences, compte-rendu du 7 mai 1906, une communication au sujet de 2 nidifications en plein air constatées à Paris, l'une sur un Sophora japonica, l'autre sur un marronnier d'Inde. Cette dernière, suspendue à une petite branche munie de 2 bifurcations assez voisines, était la plus remarquable à cause de l'adaptation évidente et intelligente à des circonstances particulièrement difficiles. Je cite le résumé de M. de Parville dans la Revue des sciences des débats, 31 mai 1906. Les abeilles établirent des piliers de consolidation et eurent recours à des artifices vraiment remarquables de protection et finirent par transformer en un plafond solide la double fourche du marronnier. Un homme ingénieux eût sans doute fait moins bien. Pour se défendre contre la pluie, elles avaient installé des clôtures, des épaississements et des stores contre le soleil. On ne peut se faire une idée de la perfection de l'industrie des abeilles qu'en voyant de près l'architecture des 2 nidifications qui sont aujourd'hui au muséum. Autre fait, transportée en Australie ou en Californie, notre abeille noire change complètement ses habitudes. Dès la 2e ou la 3e année, ayant constaté que l'été est perpétuel, que les fleurs ne font jamais défaut, elle vit au jour le jour, se contente de récolter le miel et le pollen indispensables à la consommation quotidienne, et son observation récente et raisonnée l'emportant sur l'expérience héréditaire, elle ne fait plus de provisions. Dans le même ordre d'idées, Buchner mentionne un trait qui prouve également l'adaptation aux circonstances, non pas lente, séculaire, inconsciente et fatale, mais immédiate et intelligente. À la Barbade, au milieu des raffineries, où pendant toute l'année elle trouve le sucre en abondance, elle cesse complètement de visiter les fleurs. Rappelons enfin l'amusant démenti qu'elles donnèrent à 2 savants entomologistes anglais, Kirby et Spence. « Montrez-nous, disait-il, un seul cas où, pressées par les circonstances, elles aient eu l'idée de substituer l'argile ou le mortier à la cire et à la propolis, et nous conviendrons qu'elles sont capables de raisonner. » À peine avait-il exprimé ce désir assez arbitraire qu'un autre naturaliste, André Knight, ayant enduit d'une espèce de ciment fait de cire et de térébenthine l'écorce de certains arbres, observa que ces abeilles renonçaient entièrement à récolter la propolis et n'usaient plus que de cette substance nouvelle et inconnue qu'elles trouvaient toute préparée et en abondance aux environs de leur logis. Au surplus, dans la pratique apicole, quand il y a disettes de pollen, il suffit de mettre à leur disposition quelques pincées de farine pour qu'elles comprennent immédiatement que celle-ci peut leur rendre les mêmes services et être employée aux mêmes usages que la poussière des anthères, bien que la saveur, l'odeur et la couleur soient absolument différentes. Ce que je viens de rappeler au sujet des abeilles pourrait, je pense, mutatis mutandis, se vérifier dans le royaume des fleurs. Il suffirait probablement que l'admirable effort évolutif des nombreuses variétés de la sauge, par exemple, fût soumis à quelques expériences et étudié plus méthodiquement que n'est capable de le faire le profane que je suis. En attendant, parmi bien d'autres indices qu'il serait facile de réunir, une curieuse étude de Babinet sur les céréales nous apprend que certaines plantes, transportées loin de leur climat habituel,
observe les circonstances nouvelles et en tire parti exactement comme font les abeilles. Ainsi, dans les régions les plus chaudes de l'Asie, de l'Afrique et de l'Amérique, où l'hiver ne le tue pas annuellement, notre blé redevient ce qu'il devait être à l'origine, une plante vivace comme le gazon. Il y demeure toujours vert, s'y multiplie par la racine et n'y porte plus d'épis ni de graines. Quand de sa patrie tropicale et primitive il est venu s'acclimater dans nos contrées glacées, il lui a donc fallu bouleverser ses habitudes et inventer un nouveau mode de multiplication. Comme le dit excellemment Babinet, l'organisme de la plante, par un inconcevable miracle, a semblé pressentir la nécessité de passer par l'état de graine pour ne pas périr complètement pendant la saison rigoureuse. Chapitre 24. En tout cas, pour détruire l'objection dont nous parlions plus haut et qui nous a fait faire ce long détour, il suffirait que l'acte de progrès intelligent fût constaté ne serait-ce qu'une seule fois hors de l'humanité. Mais à part le plaisir qu'on éprouve à réfuter un argument trop vaniteux et périmé, que cette question de l'intelligence personnelle des fleurs, des insectes ou des oiseaux a donc au fond peu d'importance. Que l'on dise à propos de l'orchidée comme de l'abeille que c'est la nature et non point la plante ou la mouche qui calcule, combine, orne, invente et raisonne, quel intérêt cette distinction peut-elle avoir pour nous ? Une question bien plus haute et plus digne de notre attention passionnée domine ces détails. Il s'agit de saisir le caractère, la qualité, les habitudes et peut-être le but de l'intelligence générale d'où émanent tous les actes intelligents qui s'accomplissent sur cette terre. C'est à ce point de vue que l'étude des êtres, les fourmis et les abeilles, entre autres, où se manifestent le plus nettement, hors de la forme humaine, les procédés et l'idéal de ce génie, est une des plus curieuses que l'on puisse entreprendre. Il semble, après tout ce que nous venons de constater, que ces tendances, ces méthodes intellectuelles soient au moins aussi complexes, aussi avancées, aussi saisissantes chez les orchidées que chez les hyménoptères sociaux. Ajoutons qu'un grand nombre de mobiles, qu'une partie de la logique de ces insectes agités et d'observations difficiles nous échappent encore, au lieu que nous saisissons sans peine tous les motifs silencieux, tous les raisonnements stables et sages de la paisible fleur. Chapitre 25. Or, qu'observons-nous en surprenant à l'œuvre la nature, l'intelligence générale ou le génie universel, le nom n'importe guère, dans le monde des fleurs? Bien des choses, et, pour n'en parler qu'en passant, car le sujet prêterait à une longue étude, nous constatons tout d'abord que son idée de beauté, d'allégresse, que ses moyens de séduction, ses goûts esthétiques, sont très proches des nôtres. Mais sans doute serait-il plus exact d'affirmer que les nôtres sont conformes aux siens. Il est en effet bien incertain que nous ayons inventé une beauté qui nous soit propre. Tous nos motifs architecturaux, musicaux, toutes nos harmonies de couleurs et de lumière, etc., sont directement empruntés à la nature. Sans évoquer la mer, la montagne, les ciels, la nuit, les crépuscules, que ne pourrait-on dire, par exemple, sur la beauté des arbres? Je parle non seulement de l'arbre considéré dans la forêt, qui est une des puissances de la terre, peut-être la principale source de nos instincts, de notre sentiment de l'univers, mais de l'arbre en soi, de l'arbre solitaire, dont la verte vieillesse est chargée d'un millier de saisons. Parmi ces impressions, qui, sans que nous le sachions, forment le creux limpide et peut-être le tréfonds de bonheur et de calme de toute notre existence, qui de nous ne garde la mémoire de quelques beaux arbres? Quand on a dépassé le milieu de la vie, quand on arrive au bout de la période émerveillée, qu'on a épuisé à peu près tous les spectacles que peuvent offrir l'art, le génie et le luxe des siècles et des hommes, après avoir éprouvé et comparé bien des choses, on en revient à de très simples souvenirs.
Ils dressent à l'horizon purifié 2 ou 3 images innocentes, invariables et fraîches, qu'on voudrait emporter dans le dernier sommeil, s'il est vrai qu'une image puisse passer le seuil qui sépare nos 2 mondes. Pour moi, je n'imagine pas de paradis, ni de vie d'outre-tombe, si splendide qu'elle devienne, où ne serait point à sa place tel magnifique être de la Sainte-Baume, tel cyprès ou tel pin parasol de Florence, ou d'un humble ermitage voisin de ma maison qui donne aux passants le modèle de tous les grands mouvements de résistance nécessaires, de courage paisible, d'élan, de gravité, de victoire silencieuse et de persévérance. Chapitre 26. Mais je m'éloigne trop. J'entendais simplement remarquer, à propos de la fleur, que la nature, lorsqu'elle veut être belle, plaire, réjouir et se montrer heureuse, fait à peu près ce que nous ferions si nous disposions de ses trésors. Je sais qu'en parlant ainsi, je parle un peu comme cet évêque qui admirait que la Providence fît toujours passer les grands fleuves à proximité des grandes villes. Mais il est difficile d'envisager ces choses d'un autre point de vue que l'humain. Or donc, de ce point de vue, considérons que nous connaîtrions bien peu de signes, bien peu d'expressions de bonheur si nous ne connaissions pas la fleur. Pour bien juger de sa puissance d'allégresse et de beauté, il faut habiter un pays où elle règne sans partage, comme le coin de Provence entre la Siagne et le Loup, où j'écris ces lignes. Ici, vraiment, elle est l'unique souveraine des vallées et des collines. Les paysans y ont perdu l'habitude de cultiver le blé, comme s'ils n'avaient plus qu'à pourvoir aux besoins d'une humanité plus subtile qui se nourrirait d'odeurs suaves et d'ambroisie. Les champs ne forment qu'un bouquet qui se renouvelle sans cesse, et les parfums qui se succèdent semblent danser la ronde tout autour de l'année azurée. Les anémones, les giroflées, les mimosas, les violettes, les œillets, les narcisses, les jacinthes, les jonquilles, les résédas, les jasmins, les tubéreuses envahissent les jours et les nuits, les mois d'hiver, d'été, de printemps et d'automne. Mais l'heure magnifique appartient aux roses de mai. Alors, à perte de vue, du penchant des coteaux au creux des plaines, entre des digues de vignes et d'oliviers, elle coule de toutes parts comme un fleuve de pétales d'où émergent les maisons et les arbres, un fleuve de la couleur que nous donnons à la jeunesse, à la santé et à la joie. L'arôme à la fois chaud et frais, mais surtout spacieux qui entr'ouvre le ciel, émane, croirait-on, directement des sources de la béatitude. Les routes, les sentiers sont taillés dans la pulpe de la fleur, dans la substance même des paradis. Il semble que pour la première fois de sa vie, on ait une vision satisfaisante du bonheur. Chapitre 27. Toujours de notre point de vue humain, et pour persévérer dans l'illusion nécessaire, à la première remarque, ajoutons-en une autre un peu plus étendue, un peu moins hasardeuse et peut-être lourde de conséquences, à savoir que le génie de la Terre, qui est probablement celui du monde entier, agit dans la lutte vitale exactement comme agirait un homme. Il use des mêmes méthodes, de la même logique. Il atteint au but par les moyens que nous employerions. Il tâtonne, il hésite, il s'y reprend à plusieurs fois, il ajoute, il élimine, il reconnaît et redresse ses erreurs comme nous le ferions à sa place. Il s'évertue, il invente péniblement et petit à petit à la façon des ouvriers et des ingénieurs de nos ateliers. Il lutte ainsi que nous contre la masse pesante, énorme et obscure de son être. Il ne sait pas plus que nous où il va, il se cherche, se découvre peu à peu. Il a un idéal souvent confus, mais où l'on distingue néanmoins une foule de grandes lignes qui s'élèvent vers une vie plus ardente, plus complexe, plus nerveuse, plus spirituelle. Matériellement, il dispose de ressources infinies, il connaît le secret de prodigieuses forces que nous ignorons. Mais intellectuellement, il paraît strictement occuper notre sphère. Nous ne constatons pas jusqu'ici qu'il outrepasse ses limites, et s'il ne va rien puiser par-delà,
N'est-ce pas à dire qu'il n'y a rien hors de cette sphère? N'est-ce pas à dire que les méthodes de l'esprit humain sont les seules possibles? Que l'homme ne s'est pas trompé, qu'il n'est ni une exception ni un monstre, mais l'être par qui passe, en qui se manifestent le plus intensément les grandes volontés, les grands désirs de l'univers. Chapitre 28. Les points de repère de notre connaissance émergent lentement, parcimonieusement. Peut-être l'image fameuse de Platon, la caverne au mur de laquelle se reflètent des ombres inexpliquées, n'est-elle plus suffisante? Mais si l'on voulait lui substituer une image nouvelle et plus exacte, elle ne serait guère plus consolante. Imaginez cette caverne agrandie. Jamais n'y pénétrerait un rayon de clarté. Excepté la lumière et le feu, on l'aurait soigneusement pourvu de tout ce que comporte notre civilisation. Et des hommes s'y trouveraient prisonniers depuis leur naissance. Ils ne regretteraient point la lumière, ne l'ayant jamais vue. Ils ne seraient pas aveugles, leurs yeux ne seraient pas morts, mais n'ayant rien à regarder, deviendraient probablement l'organe le plus sensible du toucher. Afin de nous reconnaître en leurs gestes, représentons-nous ces malheureux dans leurs ténèbres, au milieu de la multitude d'objets inconnus qui les entourent. Que de bizarres méprises, de déviations incroyables, d'interprétations imprévues. Mais qu'il paraîtrait touchant et souvent ingénieux le parti qu'ils auraient tiré de choses qui n'avaient pas été créées pour la nuit. Combien de fois auraient-ils rencontré Juste? Et quelle ne serait pas leur stupéfaction si tout à coup, à la clarté du jour, ils découvraient la nature et la destination véritable d'outils et d'appareils qu'ils auraient de leur mieux appropriés aux incertitudes de l'ombre. Pourtant, au regard de la nôtre, leur situation semble simple et facile. Le mystère où ils rampent est borné. Ils ne sont privés que d'un sens, au lieu qu'il est impossible d'estimer le nombre de ceux qui nous manquent. La cause de leurs erreurs est unique, et l'on ne peut compter celle des nôtres. Puisque nous vivons dans une caverne de ce genre, n'est-il pas intéressant de constater que la puissance qui nous y a mis agit souvent et sur quelques points importants, comme nous agissons nous-mêmes? Ce sont des lueurs dans notre souterrain qui nous montrent que nous ne nous sommes pas trompés sur l'usage de tous les objets qui s'y trouvent. Et quelques-unes de ces lueurs nous y sont apportées par les insectes et les fleurs. Chapitre 29. Nous avons mis longtemps un assez sot orgueil à nous croire des êtres miraculeux, uniques et merveilleusement fortuits, probablement tombés d'un autre monde, sans attache certaine avec le reste de la vie, et en tout cas doués d'une faculté insolite, incomparable, monstrueuse. Il est bien préférable de n'être point si prodigieux, car nous avons appris que les prodiges ne tardent pas à disparaître dans l'évolution normale de la nature. Il est bien plus consolant d'observer que nous suivons la même route que l'âme de ce grand monde, que nous avons mêmes idées, mêmes espérances, mêmes épreuves, et presque, n'était notre rêve spécifique de justice et de pitié, mêmes sentiments. Il est bien plus tranquillisant de s'assurer que nous employons, pour améliorer notre sort, pour utiliser les forces, les occasions, les lois de la matière, des moyens exactement pareils à ceux dont elle use pour éclairer et ordonner ces régions insoumises et inconscientes. Qu'il n'y en a pas d'autres, que nous sommes dans la vérité, que nous sommes bien à notre place et chez nous, dans cet univers pétri de substances inconnues, mais dont la pensée est non pas impénétrable et hostile, mais analogue ou conforme à la nôtre. Si la nature savait tout, si elle ne se trompait jamais, si partout, en toutes ses entreprises, elle se montrait d'emblée parfaite et infaillible, si elle révélait en toute chose une intelligence incommensurablement supérieure à la nôtre, c'est alors qu'il y aurait lieu de craindre et de perdre courage. Nous nous sentirions la victime et la proie d'une puissance étrangère que nous n'aurions aucun espoir de connaître ou de mesurer.
Il est bien préférable de se convaincre que cette puissance, tout au moins au point de vue intellectuel, est étroitement parente de la nôtre. Notre esprit puise au même réservoir que le sien. Nous sommes du même monde, presque entre égaux. Nous ne frayons plus avec des dieux inaccessibles, mais avec des volontés voilées et fraternelles qu'il s'agit de surprendre et de diriger. Chapitre 30. Il ne serait pas, j'imagine, très téméraire de soutenir qu'il n'y a pas d'être plus ou moins intelligent, mais une intelligence éparse, générale, une sorte de fluide universel qui pénètre diversement, selon qu'ils sont bons ou mauvais conducteurs de l'esprit, les organismes qu'ils rencontrent. L'homme serait jusqu'ici sur cette terre le mode de vie qui offrirait la moindre résistance à ce fluide que les religions appelèrent divin. Nos nerfs seraient les fils où se répandrait cette électricité plus subtile. Les circonvolutions de notre cerveau formeraient en quelque sorte la bobine d'induction où se multiplierait la force du courant, mais ce courant ne serait pas d'une autre nature, ne proviendrait pas d'une autre source que celui qui passe dans la pierre, dans l'astre, dans la fleur ou l'animal. Mais voilà des mystères qu'il est assez oiseux d'interroger, attendu que nous ne possédons pas encore l'organe qui puisse recueillir leurs réponses. Contentons-nous d'avoir observé, hors de nous, certaines manifestations de cette intelligence. Tout ce que nous observons en nous-mêmes est à bon droit suspect. Nous sommes à la fois juges et parties, et nous avons trop d'intérêt à peupler notre monde d'illusions et d'espérances magnifiques. Mais que le moindre indice extérieur nous soit cher et précieux. Ceux que les fleurs viennent de nous offrir sont probablement bien minimes au regard de ce que nous diraient les montagnes, la mer et les étoiles si nous surprenions les secrets de leur vie. Ils nous permettent néanmoins de présumer avec plus d'assurance que l'esprit qui anime toute chose ou se dégage d'elle est de la même essence que celui qui anime notre corps. S'il nous ressemble, si nous lui ressemblons ainsi, si tout ce qui se trouve en lui se retrouve en nous-mêmes, s'il emploie nos méthodes, s'il a nos habitudes, nos préoccupations, nos tendances, nos désirs vers le mieux, est-il illogique d'espérer tout ce que nous espérons instinctivement, invinciblement, puisqu'il est presque certain qu'il l'espère aussi? Est-il vraisemblable, quand nous trouvons éparse dans la vie une telle somme d'intelligence, que cette vie ne fasse pas œuvre d'intelligence, c'est-à-dire ne poursuive une fin de bonheur, de perfection, de victoire sur ce que nous appelons le mal, la mort, les ténèbres, le néant, qui n'est probablement que l'ombre de sa face ou son propre sommeil. Fin. Vous venez d'écouter L'intelligence des fleurs par Maurice Maeterlinck.